Bonjour à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dimitri Carbonel. Bonjour. Bonjour, vous êtes président fondateur de Livosphère. Alors, j'ai un peu l'impression de recevoir Monsieur Objet Connecté en personne. Vous faites partie du plan Objets Connectés du gouvernement. Vous êtes expert Internet des objets auprès de la BPI. Vous avez coécrit The IoT Book et vous avez co-organisé la mission CES Las Vegas qui a concerné pas moins de 100 entreprises. Première question, qu'est-ce que c'est Livosphère ? Écoutez, Livosphère, en fait, a pour objectif d'accompagner les entreprises qui soit veulent créer des objets connectés ou rendre leurs produits connectés, ou encore des entreprises qui n'ont pas nécessairement d'objets connectés, mais qui veulent utiliser l'Internet des objets pour en servir de levier pour leur propre business. Et donc, ça va partir en fait de l'idée en tant que telle, ou jusqu'à en fait la commercialisation avec un certain nombre de phases entre les deux. Donc vous avez, par exemple, vous aidez sur le prototypage jusqu'à ce que les entreprises aient le prototype en main. Oui, en fait, c'est comme un rôle d'architecte, en fait. D'un côté, il y a une maison, on a des idées de projets de maison, et puis ça va jusqu'à la fin pour la construction, avec l'architecte qui va suivre effectivement les différents travaux. Eh bien, c'est la même manière pour l'Internet des objets, où il y a toute une première partie qui concerne effectivement quels sont les usages pour l'entreprise, ou aussi, bien sûr, pour le particulier, quel modèle économique, quel mode de distribution, et puis après, des informations technologiques sur les capteurs, mode de transmission, et puis après, prototypage, industrialisation. Et là, je travaille avec des partenaires. Jusqu'à la commercialisation ? Jusqu'à la fin de la commercialisation, oui. Et donc, finalement, il n'y a pas de date de fin de conseil avec ces entreprises ? Alors, normalement, après la commercialisation, normalement, ils sont à même de pouvoir gérer, sachant qu'il y a toujours du support à réaliser, mais effectivement, ça va de bout en bout. Après, il y a des entreprises qui ont besoin d'une partie et d'autres des entreprises qui ont besoin d'être accompagnées de bout en bout. Donc, c'est du conseil amélioré, finalement. C'est du conseil, comme vous le disiez, un peu architecte. Oui, c'est effectivement du conseil, mais il y a un fort travail, enfin, un investissement qui est très fort parce que l'intérêt, c'est de pouvoir suivre un projet de bout en bout et que l'idée qu'il y avait au départ, elle puisse aboutir à la fin, en fait. Est-ce que vous avez vous-même déjà créé votre objet connecté ? Alors, c'est vrai que je n'ai pas encore créé à titre personnel un objet connecté, mais je travaille sur des projets extrêmement intéressants, notamment un dans le domaine du mobilier, pour faire des meubles connectés. Et ce qui est très intéressant, c'est effectivement travailler avec des entreprises qui sont des entreprises traditionnelles et qui tout à coup veulent rendre des services à leurs clients en connectant leurs objets. Et d'où vous est venue l'idée, l'envie de créer Livosphère ? Vous êtes vous-même passionné de tech, de new tech, d'objectco, ça vient Alors oui, ça fait un certain temps parce que j'ai déjà commencé à écrire quelque chose en 2009 sur les objets connectés, puis après je suis passé notamment par SFR sur ce sujet-là. Et ce qui est passionnant, c'est que l'Internet des objets concerne tous les objets en fait. Et qu'à partir de là, ça va à la fois avoir des implications sur nous, en tant que particuliers, mais aussi des implications énormes au niveau des entreprises qui passent en fait d'un modèle de « je vends un produit » à « je vends un service qui est adossé à mon produit ». Et c'est passionnant. Est-ce que vous avez des concurrents, à proprement parler, qui font exactement la même chose que vous ? Alors, des concurrents, oui, et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Après, chacun a ses spécificités, chacun a ses expertises. Moi, je travaille aussi avec des concurrents qui sont aussi mes partenaires. Et donc, c'est beaucoup plus, et d'ailleurs un écosystème autour des objets connectés, qui fait qu'on travaille beaucoup plus ensemble que des concurrents frontaux. Alors, vos objectifs à court terme, par exemple, d'ici fin 2015, quels sont-ils ? L'objectif, c'est vraiment de sortir, de croître avec des projets concrets. J'ai parlé de mobilier, il y a une autre entreprise dans le domaine de la décoration, encore une autre entreprise qui est dans le domaine de tout ce qui est les produits de santé, qui peuvent être délivrés notamment en pharmacie. Et c'est vraiment de sortir des projets qui ont une vraie utilité, à la fois pour l'entreprise et pour le particulier. Alors on le disait, donc vous conseillez les entreprises sur comment créer son objet connecté. Quelles sont les étapes clés dans la création d'un objet connecté ? Par quoi ça commence, vraiment step by step ? Alors la première chose, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets connectés et parfois on se pose la question à quoi ça sert. Donc le point principal d'abord, c'est quel est l'usage, à quoi ça va servir, donc pour le particulier. Ensuite, donc, c'est de bien comprendre l'ensemble des différents besoins et je dirais même les problèmes que rencontrent effectivement ces clients. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est plus d'identifier les différentes solutions qui vont pouvoir être mises en place pour répondre à ce problème. Donc ça signifie sur le plan techno, les capteurs, le mode de transmission, ça peut être, comme je l'ai dit, le modèle économique. Et puis on va rentrer dans une phase aussi de financement, parce que ça coûte aussi de l'argent. Et enfin,
prototypage, industrialisation, avec des gros industriels en France et aussi ailleurs. Et puis enfin une partie commercialisation, parce que le nerf de la guerre, malgré tout, c'est de vendre. Ça coûte combien alors, par exemple, de créer son objet connecté Vous avez une fourchette à nous donner chiffrée Alors, en fait, pour créer un objet connecté, ça coûte rien du tout. Ça coûte moins de 200 euros. Après, le point... Un objet, hein, pas une série. Un objet connecté. Ouais. Après, c'est du prototypage. Donc, ça veut dire que tout le monde, même un fabricant, peut essayer de lancer son propre objet connecté pour un produit. Après, le point, c'est comment passer de un produit à 10 000, 20 000, 100 000. Il y a quand même la recherche avant ça. Alors, il y a de la recherche, tout dépend après de l'utilisation ou de l'usage de l'objet. Si par exemple, je fais juste un petit capteur de température, pas besoin de recherche. Je peux trouver quelque chose très facilement. Mais en revanche, pour passer ensuite commercialiser de manière large des produits, en tout cas auprès du grand public, c'est minimum 2 millions d'euros et ça s'augmente. Qu'est-ce qu'il y a dans les 2 millions d'euros? Ça comprend En fait, il y a plusieurs choses. La première chose, quand on crée simplement un prototype, eh bien, c'est assez facile de le réaliser. Mais pour l'industrialiser, pour avoir des coûts et des prix qui sont acceptables pour le client final, ça demande énormément de travail et donc de réduction de coûts, d'industrialisation. Ensuite, il y a toute la partie commercialisation. Et donc, il faut faire référencer son produit auprès de distributeurs. Et donc là, il y a des marges aussi à leur laisser, d'une part. Et puis, ça coûte de l'argent. Et aussi, toute la promotion aussi coûte énormément d'argent. Alors, vous le disiez, les objets connectés n'ont pas toujours une grande utilité, voire souvent, ils n'ont pas vraiment d'utilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez dès le départ avec vos clients? Vous leur dites, quitte à leur dire, ça n'a pas grand intérêt, ça n'a pas, en termes d'usage, pensez à autre chose? Oui, ils attendent ça de vous d'ailleurs Oui, aussi. je pense qu'il faut vraiment, et c'est ce que je fais, c'est vraiment servir aussi de miroir et leur dire, écoutez, s'il n'y a aucun usage, ça ne sert à rien. Après, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il faut monter d'un niveau. Ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de dire, on va partir directement sur un usage ou une fonction, on va essayer de comprendre le contexte de cette personne. Comment est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle utilise? C'est ce qu'on a fait dans le domaine du mobilier. Partir du client. C'est partir du client. Des besoins d'un client potentiel. Je vais prendre un exemple tout simple. C'est par exemple, c'est un bouton qui est utilisé par exemple par les taxis bleus pour commander un taxi. Eh bien, c'est mis dans un hôtel, c'est une utilité directe, j'appuie dessus. Ça commande un taxi. Et ça commande un taxi. Donc attendez, là, ça va commander un taxi. Alors non, celui-là, heureusement, je ne l'ai pas connecté. Donc il n'y a personne qui viendra ici. Parce qu'on a encore un peu de temps pour l'émission. Et donc, après, il y a évidemment, ce bouton peut être utilisé pour d'autres choses qui ne servent à rien. Quand vos clients, quand ils viennent vous voir, quelles sont leurs demandes sur quoi est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide from scratch dès le début tout ou alors sur des demandes très spécifiques, sur les datas, sur la standardisation, sur d'autres choses? C'est assez varié. En fait, je dirais il y a trois cas différents. Soit ce sont plutôt des fabricants, et d'ailleurs beaucoup de fabricants traditionnels, un peu de start-up, mais surtout des fabricants traditionnels, je dis dans le domaine du mobilier. Des gros fabricants, des grosses boîtes? Pas nécessairement, parfois c'est vraiment beaucoup aussi d'ETI ou des PME qui veulent rendre un nouveau service et qui ont besoin d'être accompagnés, en particulier en premier lieu, pour rendre connectés leurs produits, sans nécessairement penser à modèle économique. Donc un produit qui existe déjà, auquel on rajoute de la connectivité. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas sont aussi des grands groupes qui tout à coup se rendent compte qu'ils vont vendre des produits et derrière, après, des services. Et ils se disent, ça va transformer à la fois mon modèle économique, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vendre des services, et tout à coup, il y a une transformation digitale qui a lieu chez eux, donc ils ont besoin aussi d'être accompagnés sur ce sujet-là. Et puis, évidemment, parfois, il y a des demandes très particulières, du style, je ne sais pas comment connecter mon produit à l'extérieur, qui consomme le minimum d'énergie, ou j'ai besoin d'un problème au niveau de mon modèle économique sur la partie objet connecté. Et là, je peux les accompagner aussi de manière ponctuelle sur ces sujets-là. Alors, on est au début d'une révolution, celle du numérique et de la transformation digitale. Bon, ça, les entreprises l'ont bien connu, l'ont bien compris. Elles investissent actuellement massivement dans ces régions-là. Est-ce que, par contre, vous pensez que le grand public, lui, a compris ce qu'on était en train de vivre, ou ça lui paraît encore totalement abstrait et il entend parler au JT de 20h des objets connectés à la fin quand il y a une petite pastille? Alors déjà, maintenant, de plus en plus, on en parle presque trop, on va dire, parce que ça nous quand on envahit baigne nos dedans, esprits. Mais est-ce que le grand public, il en entend déjà trop parler? Alors, il y a aujourd'hui, on voit vraiment une partie qui est émergée de l'iceberg, avec beaucoup de startups qui font de très belles choses et qui donnent aussi cette impression de gadget. Ensuite, la vraie transformation, c'est au niveau des entreprises. Comme j'ai dit, les entreprises traditionnelles qui veulent apporter un nouveau service à leurs clients. Et c'est ça qui va au fur et à mesure changer et qui va venir au fur et à mesure. Et je pense que les gens vont s'en rendre compte au fur et à mesure, parfois ne vont même pas s'en rendre compte que leur objet est connecté.
Euh, Finalement, quel rôle jouent les objets connectés dans cette révolution? Alors, les objets connectés, là, un des points cruciaux, Dans la transformation numérique. c'est que à partir du moment où vous connectez votre objet, vous créez un lien direct avec votre utilisateur, votre client. Ça signifie deux choses. La première, c'est que vous devez, d'une part, vous avez des informations sur est-ce qu'il utilise ou pas vos produits, alors que vous ne le saviez pas auparavant. Donc, s'il n'utilise pas votre produit, c'est peut-être qu'il y a un problème avec votre produit en termes d'installation ou votre produit ne sert à rien, mais c'est important d'avoir cette information. Et puis, deuxième chose, ça vous donne quand même un devoir vis-à-vis de cette personne, parce que ça signifie que vous êtes capable de lui apporter un service qui correspond aux données que vous lui avez données, qu'il vous a données, pardon. Et derrière, de pouvoir faire un support. Donc, ça, c'est une première chose. Et ça, les entreprises souvent perçoivent l'intérêt de collecter des données, mais ont plus de mal encore à se dire, tiens, il faut que derrière, j'apporte un service. Alors, le terme à la mode, c'est ubériser de la start-up Uber, c'est-à-dire voir son business model remis en question du jour au lendemain par une petite start-up qui arrive et qui chamboule tout. En quoi est-ce que les objets connectés accélèrent l'ubérisation à l'heure actuelle? L'ubérisation, pour qu'on puisse être ubérisé, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut une interface directe avec le client. Donc ça veut dire, c'est typiquement, ça peut être une application ou autre chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut identifier quelque chose que le client aujourd'hui n'a pas, dont l'offre actuelle ne propose pas. Et à ce moment-là, c'est une entreprise qui va s'engouffrer dans cette brèche. J'ai un lien direct avec le client et ensuite, de l'autre côté, je suis capable d'apporter une solution qui corresponde exactement à son besoin. L'Internet des objets, c'est la même chose. Je reprends par exemple ce bouton. Eh bien, c'est une interface directe. Il suffit que j'appuie dessus. Et la deuxième chose, je peux avoir des informations sur le lieu ou d'autres informations de telle sorte que je vais pouvoir apporter exactement ce dont il a besoin, un taxi ou autre chose. Et donc, ça permet d'accélérer ou inversement, justement, de trouver une solution pour désubériser, entre guillemets, et c'est-à-dire de redevenir l'entreprise qui a interface directe avec le client. C'est ce que fait par exemple Darty, qui a lancé son bouton pour pouvoir être en relation directe avec ses clients lorsqu'il y a une panne à l'intérieur de leur domicile. Ça marche bien d'ailleurs? Alors aujourd'hui, ils ont communiqué sur environ 30 000 utilisateurs, donc c'est déjà une bonne chose. Après, je pense que ça va progresser et je pense qu'ils ont des leviers pour pouvoir le progresser. Mais ils jouent sur la partie support client, donc ils apportent un vrai support client sur l'ensemble des produits, pas uniquement les produits qui ont été achetés chez Darty. Et ça leur donne évidemment beaucoup d'informations sur ce qu'il y a chez le client. Alors, est-ce qu'on sait combien pourrait peser ce marché d'ici 2020, 2050 Est-ce que vous avez des chiffres? Oui, alors c'est vrai qu'on parle de milliards d'objets connectés. En fait, peu importe le nombre de milliards, ce qui est effectivement plus intéressant, c'est quelle est la valeur. Alors, on estime à environ 300 milliards d'euros le marché des objets connectés dans le monde. En France... Actuellement ou... En 2020. D'accord. Et aujourd'hui, ça doit être quelque chose comme 5 fois moins aujourd'hui. Ensuite, en France, il y en aura en 2020 aux alentours d'une quinzaine de milliards d'euros. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant que ça, c'est que ces 15 milliards d'euros vont pouvoir servir de levier pour augmenter le pouvoir d'achat, économiser du temps ou servir de productivité. Et là... Oui, j'avais lu une étude sur le nombre d'heures qui seront économisées par an quand en gros notre machine à laver se lancera toute seule depuis notre bureau quand on aura envie à 15 heures, comme ça on rentre à 18 heures et c'est exactement ça. C'est 4 heures, effectivement, ils ont dit que 4 heures, je crois que c'est 4 heures par semaine vont pouvoir être économisées. Et là, on a un rapport de levier environ de 1 à 3 ou 4. Donc 15 milliards d'euros achetés en termes d'équipement, parce que c'est ça en France, ça équivaut à environ 70 milliards d'euros en économie de temps, de productivité, etc. Mais est-ce qu'à terme, on parlera toujours d'objets connectés? Le jour où tout sera connecté, est-ce que ça aura encore un sens de parler d'objets connectés? Non, je pense que c'est comme l'électricité, c'est quelque chose qui va devenir aussi naturel. Alors, tous les objets ne seront pas nécessairement connectés parce que ça n'a pas d'utilité. Mais oui, ça va devenir, je veux dire, tellement évident, effectivement, par la suite. Un petit peu de science-fiction. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura tous une puce sous la peau et on n'aura plus besoin de badger, on aura toutes les infos sur chaque être humain? Alors, je pense qu'on n'aura même plus besoin d'avoir une puce sous la peau parce que ce soit nos vêtements, peut-être nos boucles d'oreilles, nos chaussures, seront connectés ou en tout cas auront des identifiants et à la limite même on passera, comme on l'a vu dans un certain nombre de films comme Minority Report ou d'autres, mais on peut faire de la reconnaissance faciale, donc on peut vous identifier, comme on peut vous identifier, on peut proposer un contenu qui est adapté par rapport à ça. Après, effectivement, il y a des vraies questions mais on en parlera après, sur la protection des données.
Alors, pourquoi est-ce que les objets connectés, d'après vous, font peur? Qu'est-ce qui fait peur? Quelles sont les limites finalement au développement des objets connectés? Est-ce que c'est justement les données, l'environnement, les ondes, la santé? Quelles sont les limites aujourd'hui? Alors, premièrement, si je reprends juste pour la partie ondes, déjà il y a énormément d'ondes qui sont passées. Je ne pense pas que les objets connectés vont en rajouter énormément plus parce qu'ils utilisent des fréquences qui sont, alors je ne vais Très pas rentrer basse. dans le détail, c'est du sub-gigahertz. En revanche, les vrais enjeux sont effectivement la protection des données, la sécurisation des données. Alors justement, donc la data, c'est un peu le mot qui fait trembler tout le monde, à la fois les fabricants parce qu'ils savent que c'est très touchy, et puis les utilisateurs parce qu'ils savent pas très bien ce qu'on fait de leurs données. Ça reste relativement opaque pour les clients. Comment est-ce que vous conseillez justement vos clients à vous sur ce domaine très sensible? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est vraiment que dès le départ, on sécurise effectivement l'ensemble de transmission de données. Et puis, il y a des règles toutes simples. Je veux dire, je vais reprendre un exemple. Si vous avez un capteur, par exemple, chez un senior, et que vous remontez l'ensemble des informations quand elle ouvre le réfrigérateur, quand elle passe l'aspirateur, etc., et que vous remontez ça au niveau d'une plateforme de service, et c'est peut-être pas nécessaire de donner ce type d'informations, alors que peut-être, simplement en agrégeant les données, en récoltant cette information au niveau simplement local, et en transmettant simplement des alertes quand il y en a besoin, ça suffira. Et ça permet aussi beaucoup plus de contrôler cela. Ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'il est indispensable d'être transparent vis-à-vis des utilisateurs sur ce qu'on fait des données, de leur demander l'autorisation sur ce qu'on en fait, et aussi de rendre toujours un service qui est proportionnel aux données qu'on leur donne. Alors, il y a quelques semaines, une note interne donc, à l'INRIA à propos de la loi sur l'enseignement a été rendue publique par Le Monde. D'après les scientifiques de l'INRIA, l'anonymisation des données est impossible parce qu'à partir du moment où on a plusieurs informations, qu'on croise des informations en fait, sur une même personne, on finit forcément par la retrouver. Est-ce que les entreprises nous mentent? Alors non, les entreprises ne nous mentent pas, mais c'est simplement qu'il y a effectivement beaucoup de moyens de croiser les données et puis effectivement de désanonymiser en fait un certain nombre de données et de retrouver son identité. Il y a des vraies questions pour réduire au maximum ce risque. C'est comme tout, c'est comme le risque de hacking, il y a toujours un risque effectivement qu'on retrouve son identité. Ensuite, encore une fois, il y a un vrai rôle en termes pédagogiques vis-à-vis des particuliers pour qu'ils comprennent qu'ils doivent toujours vérifier ce qu'ils transmettent. Ce qu'on appelle le empowerment, c'est être capable d'avoir la maîtrise de ces données et de décider si ou pas on accepte de donner telle ou telle petite donnée ou de transférer ces données. Si on ne le fait pas, effectivement, il y a un risque par rapport à ça. On va parler un petit peu de standardisation. Où est-ce qu'on en est sur la standardisation? Qu'est-ce qui a été fait à l'heure actuelle? Comment est-ce que s'y retrouvent les différentes entreprises et les différents acteurs du marché? Alors, quand on parle d'objets connectés, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est au niveau ce qu'on appelle les plateformes de services, où typiquement, il y a des entreprises comme Google avec Works with Nest, Apple avec HomeKit et d'autres encore, ou NetVibes aussi qui font des choses. Et ces entreprises, en fait, connectent ce qu'on appelle des API, donc ces API ouvertes, tu sais, le Withings, Netatmo, etc., qui permettent de rendre des services. Donc là-dessus, je dirais c'est assez standardisé au niveau de la plateforme de services. Après, on peut encore simplifier beaucoup plus les choses, mais c'est quelque chose qui se fait déjà. Deuxième chose, c'est au niveau local. C'est-à-dire que si, imaginons, vous avez un appareil à l'intérieur de votre maison et que tout à coup, vous n'avez plus de connexion au réseau, eh bien, peut-être votre détecteur de fumée ne va pas fonctionner avec, imaginons, votre thermostat ou d'autres choses. Donc, et là, il y a aussi pas mal de choses qui sont en train d'être réalisées. Alors, il y a Fred, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a du Zigbee, du Z-Wave, etc. Et en revanche, il y a une conscience, on parlait de Fred tout à l'heure, il y a une conscience des acteurs pour faire en sorte de standardiser, ou en tout cas d'avoir au minimum, peut-être 2 standards, à mon avis, on va aboutir à 2 standards. Pour en tout cas, il y a le minimum de standards pour faire communiquer, que ça soit au niveau local et puis encore sur la partie plateforme, les différents objets connectés entre eux. Après, l'enjeu, effectivement, c'est tout le monde ne va pas vouloir jouer sur plein d'applications différentes. Et donc, il y aura sans doute des acteurs qui vont se positionner comme agrégateurs ou plateformes en fait, de Type services. les GAFA. Type les GAFA, effectivement. Il y a effectivement Facebook Google, aussi. Amazon, Exactement, Facebook aussi fait pas mal de choses en plus d'Amazon, de Google et puis Apple. Est-ce que la Commission européenne a un rôle à jouer peut-être pas de protectionnisme, mais de régulation de ce marché? Oui, il est essentiel parce que la première chose, c'est qu'il faut redonner un cadre. Aujourd'hui, le cadre n'est pas encore très bien défini et en permettant, la Commission européenne notamment permet, la France aussi, mais d'avoir un cadre réglementaire justement pour éviter qu'il y ait des entreprises qui, par exemple,
envoient leurs données un peu à tort et à travers et en fait les utilisent de manière frauduleuse par exemple ou détournée. Hein. Donc oui, il y a un cadre réglementaire, je pense que la Commission européenne peut donner d'une part, et puis d'autre part, il y a une autre chose, c'est que les entreprises, y compris françaises, peuvent jouer là-dessus pour montrer qu'elles respectent les valeurs et les besoins de leurs clients et peuvent attirer aussi des clients qui sont outre-Atlantique par rapport à ça. Dimitri Carbonel, restez avec nous. On passe tout de suite à la start-up de la semaine. Merci. Vous restez là. Merci d'être là, vous êtes le cofondateur et directeur produit de Busit. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, première question, qu'est-ce que c'est Busit? Alors Busit, j'entendais Dimitri parler, on parlait de standardisation, d'interconnexion de plateformes. Justement, Busit c'est une plateforme, donc sous forme de 2 produits. Une plateforme d'abord cloud, donc Internet ouverte à tous, sur laquelle vous pouvez en fait interconnecter vos différents objets, créer des scénarios intelligents entre objets et services. Donc ça peut être des scénarios très variés pour la domotique, pour le bâtiment, pour la santé. Vous pouvez créer un certain nombre de scénarios et donner de la valeur en fait à ce que les objets font et multiplier en fait leurs usages. Alors on va regarder tout de suite une vidéo qui présente Busit et vous allez pouvoir répondre en même temps à comment est-ce que finalement est née cette idée de créer Busit. Est-ce que c'était avec des amis, vous avez dit il manque quelque chose, il y a quelque chose à faire? Alors c'est parti d'abord d'un constat qui est justement la multiplication des objets connectés. Je pense que Dimitri sur le côté Livosphère pourra en parler beaucoup. En fait c'est parti de ce constat qu'il y a une multiplicité de services, une multiplicité d'objets, un besoin croissant d'interconnexion, mais aussi le fait que ces objets-là, finalement, par eux-mêmes, dans un usage unique, parfois, on les considère comme gadgets. Alors un objet qui pourrait être gadget dans son usage, en fait, peut devenir extrêmement intéressant si on l'interconnecte avec un autre, et encore un autre, et encore un autre. Donc la scénarisation, en fait, donc l'automatisation, finalement, entre différents objets, différents services, ça apporte de la valeur, une valeur supplémentaire à ces objets. Et puis ensuite, c'est parti aussi on va dire d'un besoin, d'un véritable besoin, que ce soit dans le monde d'entreprise ou pour les particuliers, de justement créer ces interactions et cette automatisation. Alors l'aventure est partie, on est trois cofondateurs. On est donc des amis à la base, mais des amis qui viennent d'un projet commun, puisqu'on a monté une association ensemble qui fait de l'hébergement de sites internet et de l'hébergement applicatif gratuit. Donc il y a 3 geeks en fait au départ. Alors 3 geeks, alors oui et non, on a des formations très complémentaires, mais on va dire oui, trois amis, trois passionnés. Plusieurs personnes nous ont rejoints, maintenant on est une équipe un petit peu plus fournie, on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, c'était vraiment l'aventure est partie de là. Donc aujourd'hui une association qui a une vingtaine de bénévoles qui marche très bien, etc. Et qui est liée à qui n'est pas vraiment liée. Elle c'est dans le domaine de l'infrastructure, donc toujours pareil, de la donnée, du routage, etc. Parce que nous, c'est exactement ce qu'on fait finalement, on route de la donnée. Et puis justement, voilà, cette association-là, aujourd'hui, on a entre 70 000 et 80 000 sites internet hébergés. Donc, c'est une association qui fonctionne toujours depuis 2007. Et voilà, ça nous a permis de nous rencontrer et donc de démarrer le projet. Un exemple d'application concret de Busit, par exemple, qui sont vos clients par exemple? Alors, nos clients, on a vraiment deux typologies. D'abord, notre plateforme s'adresse quand même au grand public. Donc, il y a une partie d'utilisateurs qui viennent du grand public. Donc dans ce cadre d'utilisation, on voit beaucoup de domotique, beaucoup de santé. Donc on a aussi des tableaux de bord qui sont intéressants, donc qui permettent de faire remonter en fait des données qui proviennent par exemple de plusieurs matériels différents. Donc on peut avoir on prend aussi des balances connectées de différentes marques, des trackers d'activité de différentes marques. Typiquement sur une balance, qu'est-ce qui va se passer? Alors on arrive avec sa balance et il se passe quoi avec Busit? Alors il peut se passer plusieurs choses. Il peut se passer sur Busit, vous pouvez faire des scénarios. Alors je préfère citer la domotique, mais par exemple sur une balance, on a 2 balances de marques différentes qui sont utilisées par exemple dans 2 maisons différentes qui remontent sur le même tableau de bord. Quand on se pèse, on peut en fonction du poids, s'il est supérieur ou inférieur ou s'il y a certaines conditions, déclencher d'autres choses derrière. Donc déclencher par exemple évidemment des SMS, des mails, ce genre de choses, donc un petit peu d'alerting, mais aussi du coup pousser beaucoup plus loin, c'est-à-dire se prendre au jeu, on va dire, en allumant certaines lumières, en déclenchant aussi certaines
certains tweets, certaines photos. On peut vraiment imaginer Donc tout on ça. peut programmer à l'avance des tweets qui vont partir à telle ou telle Exactement. heure, une lumière qui va s'allumer à telle heure ou qui va s'allumer quand on lui dit de s'allumer. Absolument, on peut par exemple connecter une alarme, par exemple qu'on va placer en mode alarme, à un thermostat qui va se placer en mode absence au moment où l'alarme. Donc en fait, on fait une seule action, c'est-à-dire on enclenche l'alarme, automatiquement, on a le thermostat qui passe en mode économie d'énergie, les stores qui s'abaissent, la lumière qui s'éteint. De même sur les réveils connectés qui viennent tout juste de sortir, on commence à avoir des déclencheurs très intéressants qui sont le moment où on s'endort et le moment où on se réveille. Donc par exemple, si on dit je sors de chez moi, tout ça peut se passer en même temps. Exactement. Si on a tout programmé, d'accord. Si on a tout programmé dans un simplifie la scénario. vie. Ça simplifie On beaucoup parlait la du vie. nombre d'heures économisées grâce aux Absolument. objets connectés, vous allez nous aider à en économiser 5 fois plus. Absolument. Alors, quel est votre modèle économique? Alors justement, ça recouvre ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on a véritablement deux modèles. Le modèle B2C d'abord, est plutôt orienté donc grand public, où on essaie justement d'avoir un maximum de personnes qui en fait comprennent l'utilité et les enjeux de scénariser en fait ces services et ces objets, parce qu'on peut aussi imaginer des services, du Facebook, du Twitter, mais aussi des ERP, des CRM. Et puis côté entreprise, là on est sur un modèle d'affaires où on a vraiment trois grands pans. Le premier, c'est d'abord des plans qui sont adaptés, donc avec des SLA particulières. Donc SLA, c'est des niveaux de service, donc de qualité de service, donc du support technique évidemment. Le deuxième pan, on fait beaucoup de marques blanches. Et puis la troisième chose, c'est tout ce qui est donc sur mesure, où on aura en fait des services spécifiques à certaines entreprises, des hôtels, des hôpitaux, qui justement nous demandent en fait d'automatiser leurs services, que ce soit pour la domotique ou pour le reste. À l'heure actuelle, vous êtes combien chez Lucite? Alors on est 6, je dirais 6,5 parce qu'on a une apprentie qui nous a rejoint il y a quelques mois déjà, avec des profils assez complémentaires, c'est-à-dire voilà, donc les 3 fondateurs, des profils plutôt ingénieurs, un peu d'économie aussi, et puis on a eu récemment l'arrivée d'un communicant, donc dans la partie communication marketing, et puis d'un directeur commercial également. Dernière question, vos concurrents, qui sont-ils? Alors, nos concurrents, aujourd'hui, on en a un principal qui est situé aux États-Unis, qui s'appelle IFT, Ifvis Venvat. C'est une grosse plateforme qui, en fait, effectue des interactions de 1 à 1. Donc, s'il se passe ça, alors je déclenche ça. Donc, nous, c'est vrai que par rapport à ça, on a des scénarios un petit peu plus complexes. Et puis, c'est vrai qu'on est ouvert aux développeurs. J'ai oublié de le dire, mais c'est quand même très important. On est une plateforme entièrement ouverte. Énormément. Voilà, parce qu'on ne peut pas fabriquer tous les connecteurs du monde entier, on ne peut pas connecter tous les services. Donc, c'est très important pour nous de s'ouvrir complètement. Donc, notre plateforme est complètement ouverte. Et ensuite, on se rend compte à quel point le marché est attrayant quand on voit justement on a 2 nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché en novembre-décembre, qui se sont annoncés justement très récemment, que sont La Poste, avec leur hub numérique des objets connectés de DocaPost, avec un lancement prévu peut-être pour novembre ou décembre. On ne sait pas encore très bien comment ça va se passer. Qui sont annoncés il y a quelques semaines. Voilà, qui sont annoncés il y a quelques temps. Et NetVibes aussi, qui va lancer son service à la fin de l'année d'interaction et d'automatisation entre les objets connectés. Donc derrière NetVibes, c'est quand même le groupe Dassault. Donc on s'attaque, on a fort à faire, mais on a un peu d'avance. Donc tout va bien se mais on passer. parlait de l'ubérisation finalement. Une petite start-up peut renverser des grands groupes sur leur propre domaine. Ouais, notre objectif, c'est simplement d'être meilleur techniquement et surtout d'apporter de la vraie valeur, parce que justement, c'est ça qui intéresse, que ce soit les entreprises ou les particuliers, c'est de pouvoir apporter des vraies valeurs ajoutées. Samuel Assine, Dimitri Carbonel, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, on reçoit Emmanuel Joumard de Somfy et Jacques Lépine de Slow Control. À la semaine prochaine.